Alain Bontemps. On ne s'est pas vu depuis plus d'un quart de siècle. Oui, on va le dire comme ça, c'est toujours impressionnant. On ne se connaît pas tellement en vérité, donc on n'a pas eu. C'est la première fois qu'on a une vraie occasion de communiquer, de dialoguer. Donc je vais un peu découvrir votre rapport à l'astrologie et voir comment vous réagissez à ce nombre de problématiques qui se posent actuellement et qui se reposent dans les entretiens que nous organisons avec vos collègues. Mais cela dit, on pourrait peut-être commencer par vos impressions justement sur les discussions ou les débats que vous avez pu visionner sur Téléprovidence. Écoutez, la question des faux jours. Voilà, la question des faux jours. Moi, ce qui m'apparaît immédiatement, et je crois que c'est certainement un problème de fond, il y a, semble-t-il, les praticiens, les gens qui pratiquent et qui sont vraiment dans l'action, effectivement, et il y a ceux qui sont plus des théoriciens ou des gens qui, en tout cas, font une recherche de connaissances, une démarche de connaissances. Donc on a l'impression, un peu à première vue, qu'il y a un peu un partage entre ceux qui pratiquent et qui ne s'interrogent pas toujours d'ailleurs sur cette pratique, et puis ceux qui sont plutôt des théoriciens et qui probablement pratiquent moins. Voilà, c'est ma première impression. Il y a aussi certainement des écarts de génération. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont restés sur des pratiques assez anciennes, qui n'ont peut-être pas suivi l'évolution, j'allais dire, sociologique du phénomène astrologique. Bon, voilà, c'est une impression comme ça. Oui, je vois ça, oui, tout à fait. Oui, la question de génération est assez amusante parce que parfois, ce sont des jeunes qui sont vieux. Oui, des vieux qui sont jeunes. Oui, exact. Je connais des jeunes astrologues qui n'ont pas 40 ans et qui ont été complètement formés par le hasard des choses, ils ont été formés à une astrologie qui est complètement dépassée. Et inversement, il y a des astrologues d'un certain âge qui sont plutôt à l'avant-garde et qui ne correspondent pas du tout à l'astrologie de leur génération. J'ai apprécié votre interview de Jacques Vanesse parce que j'ai trouvé que c'était vraiment... D'abord, l'homme est estimable, je trouve que c'est quelqu'un apparemment très bien, qui est dans une quête, une recherche intérieure, vraiment se pose, à mon avis, les bonnes questions. J'ai trouvé ça intéressant. D'accord. Même si vous étiez peut-être pas toujours tout à fait d'accord. C'est pas tellement qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'est pas habitué au discours de l'autre. Voilà. Donc au départ, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'il rencontre? Et puis finalement, soit on comprend qu'il est plus proche de nous, ou alors qu'on comprend que son point de vue nous convient, voilà. Qu'on n'y avait pas pensé, et que finalement, c'est assez dans ce sens. Bon, alors, nous sommes à l'hôtel Holiday Inn de la place Wilson de Toulouse. Et donc, je vais vous brancher sur un genre de questions, parce que l'interview avec Jacques Vanesse, elle date déjà du mois de juin. Et cette multiplication de rencontres fait que d'autres problématiques sont apparues depuis au cours des entretiens. Et puis ma pensée est très, très excitée par les gens que je rencontre. Et donc, je vais vous brancher sur une question, j'espère qu'il va vous inspirer, mais sur laquelle on bloque beaucoup. C'est la question de la normalité. Est-ce que l'astrologue... parce que la question de la normalité, c'est une question qui se pose à toute forme de thérapie, ou même de conseil. Rétablir les choses dans leur état normal. Que ce soit un médecin, ou éventuellement même au niveau bancaire, économique, on essaie de rétablir les choses dans un fonctionnement normal, à condition de savoir ce que c'est que la normalité. Oui. Ce qui déjà prête à caution, puisque la normalité dans les civilisations au cours de l'histoire est extrêmement variable. La normalité va donner la morale d'une époque en particulier, et la morale ou l'éthique d'une époque n'est pas transposable à une autre époque. Si nous étions du temps des Grecs, par exemple, les normes du temps des Grecs ne seraient absolument pas applicables à notre vie d'aujourd'hui. Donc déjà la normalité, c'est un problème, je dirais, historique et sociologique, complexe, et affirmer qu'il y a une norme, c'est certainement déjà, dans une approche, je dirais, ne serait-ce qu'épistémologique, c'est un abus. Oui. C'est un abus parce qu'on est prisonnier de toute façon de ce que j'appelle l'esprit du temps.
on est prisonnier de l'époque aussi dans laquelle on vit. Donc, si on ne fait pas l'effort d'une réflexion sur ce type de sujet et sur l'environnement, la société dans laquelle nous vivons, il est évident que ce qu'on va considérer comme une norme est certainement quelque chose de tout à fait relatif. Oui, mais le rôle de l'astrologue, c'est quand même, disons, toute personne qui... Moi, je travaille actuellement sur la notion du mal, qui a mal, qui souffre, Ouais. qui fonctionne mal, si vous voulez, elle voudrait fonctionner mieux. Ouais. Elle voudrait donc rétablir un fonctionnement normal, aussi relatif soit-il, normal dans la société où nous vivons. Et donc l'astrologue est-il équipé, monsieur Boutan, pour aider à ce retour à la normalité sociale de son client? Alors bon, ou est-ce que ce n'est pas son objectif? Je ne le pense pas fondamentalement, parce que vous touchez à un sujet qui nous fait rentrer dans la philosophie, qui nous fait toucher à l'éthique, qui nous fait toucher à des sujets qui ne sont pas a priori, quand on débute les études astrologiques. Certainement beaucoup d'astrologues viennent de milieux extrêmement différents, et tout le monde n'a pas fait des études de philosophie, de sociologie, etc., pour pouvoir avoir une idée tout de même de ces questions. Alors, qu'est-ce que le mal? Le mal, vous pouvez l'entendre au sens physique du terme, au sens moral du terme. Et oui, ça pose le problème de la maladie. Dans maladie, il y a mal. Bien sûr. Et quel est le rôle dans l'économie générale de la vie de la maladie? Là, on touche à de vraies questions qui ne sont pas du tout des questions en propre de l'astrologue, mais que, évidemment, il serait bien souhaitable que tous les astrologues s'interrogent sur ces questions inversement. Alors là, justement, je ne sais pas si vous avez enseigné l'astrologie, je pense. Comment? Vous avez enseigné l'astrologie? Disons que j'ai fait beaucoup de conférences pendant longtemps, oui, effectivement, sur ce sujet, mais j'ai pas... Parce que vous faisiez allusion à ce qu'il fallait transmettre aux futurs astrologues, oui, en disant on ne peut pas leur transmettre des choses trop complexes, etc. Mais malgré tout, bon, vous n'avez pas donné de cours d'astrologie, mais vous pourriez y réfléchir un petit peu, comme ça, sur un pied, et dire comment est-ce qu'on doit précipiter les gens justement dans la... Est-ce qu'on peut faire l'économie de leur présenter un certain cadre qui est celui d'un monde normal par rapport auquel éventuellement la personne va se conformer ou au contraire se démarquer? Non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, puisque ce cadre de présentation, au cours de mes consultations, j'ai toujours eu l'habitude de le donner, et d'ailleurs je passe pratiquement 15 minutes à exposer les grandes lignes de ces choses sur un entretien d'1 heure, 1 heure et demie. Donc ce qui est quand même pas mal. D'accord. Donc votre consultation comporte un élément pédagogique. Tout à fait. Pédagogique, didactique en quelque sorte aussi. Voilà. Oui, parce que... Alors ça nous intéresserait d'avoir des éléments de cet exposé préliminaire. Alors écoutez, j'aime bien mettre l'accent d'abord sur le fait que nous sommes des individus différents les uns des autres, qu'il n'y a pas deux individus identiques sur Terre au départ. C'est un constat pour moi, parce qu'effectivement, les déterminismes, on en connaît un certain nombre aujourd'hui, peut-être pas exhaustif, mais enfin, on connaît le déterminisme génétique, biologique, physiologique, on connaît le déterminisme des schémas de non-conscient, l'impact de l'histoire familiale, etc., sur le psychisme, mais moi je dis, au fond, nous avons probablement un autre déterminisme au départ, qui est certainement que nous sommes tout simplement ce que nous sommes. C'est-à-dire nous sommes des personnalités au sens le plus singulier du terme. Voilà. Alors, je considère qu'au départ, nous avons une sorte de disque dur, je vais dire comme ça, qui fait que nous arrivons, en prenant une image particulière du cosmos, qui est originale, parce que je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je le dis souvent, il n'y a jamais de retour mécanique à l'identique dans la vie, et même y compris dans l'astronomie que j'ai pratiquée pendant un certain nombre d'années, on s'aperçoit que c'est une illusion d'avoir des lois mathématiques dans ce domaine. Bon, je ferme la parenthèse, mais je veux dire par là que nous sommes fondamentalement, dès le départ,
des êtres totalement différents. Nous sommes des personnalités singulières. Alors déjà, ça pose une question. D'où vient cette singularité dès le départ? Pourquoi nous sommes des êtres singuliers qui nous sommes chargés, je dirais, d'un vêtement astral. On va apprendre pour la terminologie des anciens, une sorte de corps astral, hein, voilà, un vêtement astral. Ce sont des matériaux dont on s'équipe et qui certainement sont en interaction avec les déterminismes biologiques, génétiques, de l'inconscient, etc. Donc, quelle est cette originalité, ce sujet, je dirais, avec un grand S, au sens où Lacan aurait pu l'entendre, hein. Voilà, le sujet est, disait-il toujours, irréductible à la connaissance d'autrui. C'est quelque chose d'extraordinaire chez Lacan. On se demande si dans ces dernières années, il a compris d'ailleurs jusqu'où ça pouvait impliquer ce genre d'idée. Enfin bon, peu importe. Toujours est-il que c'est là où il y a un mystère. D'abord, nous sommes des individus. Après, il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça, et certainement que le vêtement, ce que j'appelle les matériaux astrales, les matériaux de la société, les matériaux des différentes formes d'hérédité, vont devenir des matrices, en quelque sorte. Des matrices qui vident au départ, mais qui ont la nécessité de se remplir à l'occasion des événements de la vie que nous allons rencontrer. Car, évidemment, on ne choisit pas n'importe quelle situation au hasard, et on est toujours en fonction de cette matrice parfaitement bien orientée dès le départ. Alors, ça, j'explique ça, et puis j'explique une deuxième chose fondamentale, philosophique, c'est que, qu'est-ce que la liberté? Parce que, après 30 ans de pratique, je suis totalement convaincu de l'expérience. Oui, je disais donc, au bout d'une trentaine d'années d'expérience, par des démarches qui sont parallèles. Je suis dans une recherche philosophique constante et métaphysique. Il est sûr que je suis venu à considérer l'idée de la liberté d'une façon un peu originale. J'en parle également au début d'entretien, et je commence par dire qu'au fond, en réalité, nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres parce qu'on est conditionné par la famille, la culture, l'histoire, l'époque dans laquelle nous nous trouvons, bien évidemment, et que cette liberté, c'est quelque chose, au fond, qui se gagne. C'est quelque chose qui n'est pas, donné spontanément. Alors, il y a quelque chose qui me semble très important, c'est peut-être de revenir sur quelques éléments qui sont liés. Je m'intéresse beaucoup à différentes sciences, en particulier les sciences humaines. Bon, je m'intéresse à l'astronomie, comme pendant longtemps je me suis intéressé à la psychanalyse et à la psychologie des profondeurs. C'est de dire qu'au fond, au départ, pour faire une sorte de parallèle, je considère que nous ne naissons pas humains à l'origine, oui, mais que nous apprenons à le devenir. Et je dis qu'avec un humour un peu acide, c'est vrai, si nous étions humains, ça se saurait depuis longtemps. Bon, il suffit d'étudier un peu l'histoire et de voir ce qui se passe pour comprendre que nous sommes régulièrement dans la sous-humanité. Et j'explique souvent que peut-être Sœur Emmanuel, Sœur Teresa, pourquoi pas, ce sont des gens qui sont effectivement, qui ont atteint ou touché à quelque chose qui n'est pas de notre lot. On peut peut-être parler d'humanité à cet endroit-là. Et je pense que dans la mesure où l'homme n'est pas humain spontanément, mais qu'il est obligé de passer par des stades d'évolution, y compris l'enfant, le bébé, qui est peut-être une personne. Effectivement, au départ, ça a été un acquis des années 70, l'enfant est une personne, le bébé est une personne. Avant, on croyait que c'était une sorte de pâte, de cire vierge au niveau de son cerveau qui allait s'imprimer de tout ce qui était autour de lui. Heureusement, on est revenu là-dessus et on s'est rendu compte que c'était une personne. Bon. Donc, évidemment, c'est une personne, mais son rapport au monde doit être médiatisé dans ses pulsions, il doit rentrer dans le réel, il ne peut pas bouffer l'univers qui l'entoure, il ne peut pas être constamment... Bon, il est obligé d'apprendre à avoir des limites, à rentrer dans le réel, et ces différents stades d'évolution m'ont interpellé parce que j'ai compris, il y a un certain nombre d'années, grâce à ça, qu'on se donnait un titre spontanément en tant qu'humain que nous ne méritions pas spontanément. Nous ne naissons pas humains, mais nous apprenons à le devenir. Alors, à partir de là, je me suis interrogé à nouveau sur la liberté. Donc il y a une sorte de norme humaine, en quelque sorte. Comment? Une norme humaine. Dans la mesure humain, ça veut dire quand même. Donc ça veut dire qu'il y a un modèle oui, il y a des stades à trouver, à investir. Il y a effectivement, qui est certainement au-delà de nos normes même actuelles.
je dirais, puisque si on réfléchit au problème, c'est vrai que peu de gens considèrent probablement qu'au fond, l'humanité est à gagner, puisque la théorie darwinienne, si je la reprends, laisse sous-entendre que nous sommes dans une finitude totale, que l'homme est achevé, qu'il n'évolue plus, que l'univers va à sa fin, etc. Donc si je prends moi les thèmes de l'évolution actuelle, il n'y a plus rien à foutre avec le bonhomme. Or, en fait, en réalité, je considère que l'homme évolue à l'intérieur de lui-même, même s'il n'évolue plus vraiment biologiquement. Donc le concept d'évolution est très très important. Donc c'est une norme qui va évoluer aussi en fonction de l'évolution de l'humanité. Oui, mais enfin, à un moment donné, une idée de ce que pourrait être l'homme. Nous sommes d'accord. Et moi je dis qu'un homme qui n'est pas au fond de lui-même, qui n'a pas un certain degré de conscience de lui-même, d'accomplissement en lui-même, est un homme qui ne peut pas vraiment accéder à la liberté. Parce que les deux sont liés. Je le dis avec humour dans mes entretiens préparatoires, je n'imagine pas les plantes entre elles, le règne végétal, ou les animaux entre eux, encore moins, discuter du problème de la liberté. Je pense que le problème de la liberté est un problème typiquement humain. Il est fondamental à l'espèce humaine, ce problème de la liberté, et par conséquent, je crois qu'il y a une sorte de, comme aurait-il Lacan, d'avènement du sujet, d'avènement de l'humanité et d'avènement de la liberté. J'ai coutume de formuler les choses en disant, à chaque fois que je fais un pas en direction de mon humanité et de ma conscience, probablement que je fais un pas dans ma possibilité de liberté. Pour moi, les deux sont liés. Alors, mais justement, le problème de la liberté, ça pose aussi le problème de la norme. Parce qu'on s'éloigne de la norme, en fin de compte. On peut s'éloigner de la norme jusqu'à un certain point. Vous en parlez d'un point de vue sociologique, d'un point de vue culturel. Je sais pas, quelle est la liberté d'une femme pour faire des enfants? Bon, elle peut les faire à sa façon, mais elle a quand même des contraintes, un déterminisme minimal à respecter. C'est vrai que je pense que, en ce qui concerne les possibilités de liberté du corps, de la chair, que vous venez d'évoquer, c'est quand même limité. Nous avons deux yeux, effectivement, nous avons un système respiratoire, on n'est pas fait pour vivre comme les poissons dans l'eau. Donc je veux dire, là on a des limites sur le plan physique. Mais je pense que sur le plan de la conscience intérieure, plus on évolue sur le plan intérieur, et plus on va vers des espaces totalement libres, notre corps physique, puisque ça débouche sur ce type de choses, votre remarque, est quand même, je dirais, limité. Nous sommes dans l'espace et dans le temps. Il a un certain nombre de caractéristiques physiologiques. C'est vrai que ça nous limite. Mais est-ce que c'est une raison pour penser que tout ce qui fait la grandeur et la noblesse de l'homme est pour autant, elle aussi, potentiellement limitée? Ça, je ne le pense pas. Je vais vous poser une question. Parce que vous dites que vous avez touché la psychanalyse. Oui. Comment se pose le problème en psychanalyse de la norme? Est-ce que le thérapeute, il a des schémas, des schémas qui sont d'ailleurs susceptibles, qui peuvent expliquer certaines perversions ou certains traumatismes, mais qui peuvent aussi, qui sont aussi quelque part normatifs, puisque justement, ce sont des passages obligés, des stades obligés, qu'on vit plus ou moins bien, mais qui sont quand même obligés. Donc il y a toujours ce problème, il n'y a pas de science sans une certaine forme de normes, c'est-à-dire sans une théorisation ou généralisation des situations standards. Mais étant entendu entre nous, quand nous l'évoquons, lorsque nous en parlons, que bien évidemment, le problème est de savoir si cette norme débouche sur je dirais, une morale sociale ou non. Là, on est sur la norme elle-même. C'est là que je voudrais arriver d'ailleurs. Voilà. C'est une norme. D'abord, là, on est dans un premier stade de la discussion qui évoque une norme intrinsèque liée aux outils d'investigation. Ça, c'est vrai. Maintenant, reste à savoir ce qu'on en fait de ça. Est-ce que cette norme va servir de moyens, de prétexte à cautionner, par exemple, une certaine vision de la société, un ordre social, etc. Ça, c'est autre chose. On sort dans la dimension sociale et politique à cet endroit-là. Et donc, je pense que c'est intéressant de séparer les deux, parce que, encore une fois, certaines époques, bien des sociétés évoluées, ont vu les choses différemment que la nôtre. En vous écoutant, Monsieur Bontemps,
se pose la question justement de ce qu'on pourrait. On a l'impression en vous écoutant que finalement, il y a tout ce qui concerne le social, c'est un apport contextuel, contingent, dont l'astrologue doit tenir compte, mais qui ne fait pas partie, à proprement parler, de l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie nous aiderait à situer l'individu, et tant qu'à faire, le situer effectivement en tenant compte des tenants et des aboutissants d'une société donnée, mais sur laquelle l'astrologie n'aurait pas de discours à tenir. Oui, d'une certaine manière, oui. Alors moi, je vous dis ça parce que justement, je pense le contraire. Oui, je le sais. Je vous connais un petit peu. Je pense qu'au contraire, l'astrologie, par-delà la vicissitude et la variété des sociétés et des systèmes, a quelque chose à nous dire sur un certain ordre astrologique du monde. Je parlerai d'une, comment dire, elle a un rôle. Oui. Je ne dirais pas elle a quelque chose. D'accord. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que l'astrologie, là on viendra peut-être à des sujets fondamentaux qui vous occupent, oui. D'ailleurs, je crois, est un système, avant de dire un produit merveilleux, qui sert à l'individuation chez les êtres humains. Et on s'aperçoit qu'au cours d'histoire, dans les périodes de crise, alors évidemment, souvent les détracteurs de l'astrologie disent « Ah oui, mais c'est dans les périodes de crise qu'on se met à croire à des falaises, parce que ça c'est les détracteurs. » C'est pas ça du tout. C'est que l'astrologie réapparaît souvent dans les grandes failles de la société dans les périodes de crise pour réintroduire quoi? Pour réintroduire un élément de réflexion individuelle, un élément personnel, et proposer aux individus un chemin quand à un moment donné une certaine évolution collective, sociale, historique a échoué, ou qu'elle arrive tout simplement à la fin d'un cycle, l'astrologie réapparaît à ce moment-là pour en quelque sorte refonder ou aider, c'est le rôle de l'astrologie, pour aider à refonder les individualités qui, probablement, je ne sais pas comment formuler ça, qui en ont besoin. Voilà. Oui. C'est intéressant parce qu'effectivement, là il y a un décalage intéressant. Déjà, comme vous dites, dès le départ de l'exposition de ce qu'est l'astrologie, vous insistez sur l'individualité. Totalement. Oui. Moi, effectivement. Ça reste à développer. Hein. C'est vrai. Alors, donc, effectivement. Mais ce qui me paraît, disons, improbable dans cette position, c'est justement que, d'une part, effectivement, on sait très bien que les gens viennent à l'astrologie pour des raisons qui sont différentes de celles-là, puisqu'ils se situent dans une certaine famille zodiacale, par exemple. Quand on se situe dans une famille zodiacale, aussi limitée soit-elle, ce n'est pas vraiment individuel. Mais je crois que le mot individu est ambigu, finalement, parce que nous sommes à la fois... chaque femme, par exemple, on dit tout à l'heure l'exemple, chaque femme est un individu quand elle accouche, mais nous sommes tous des citoyens. Bon, mais en tant que citoyens, nous sommes aussi dans le collectif. Donc notre individualité, ou par exemple si on prend par exemple les millions de gens qui parlent le français, chaque individu a dû apprendre le français. Pour que la communauté francophone existe, il a bien fallu que chacun fasse cet effort de développer dans ses propres facultés biologiques, etc., et d'acquérir aussi dans son environnement les connaissances linguistiques nécessaires. Mais malgré tout, apprendre une langue, c'est quand même appartenir à un collectif et adhérer à un collectif. Même si on le fait au prix d'un travail individuel. Oui. Alors c'est vrai que j'entends bien votre réflexion, mais là il y a un problème historique, je dirais, philosophique, de fond, qui m'amène à dire avec humour, parfois comme je vais être un peu provocant, je dis à certains de mes interlocuteurs, êtes-vous aristotélicien ou platonicien? Oui. On va commencer par discuter de ça. Et je parle de ça parce que, si vous voulez, le problème que vous posez, c'est de savoir s'il y a ou non un pilote dans l'avion, dans la corporéité humaine. Et surtout si l'astrologie parle de cela. Parce que l'astrologie, c'est quand même un regard particulier, et quelle est sa vocation spécifique, justement. Voilà. Alors, moi personnellement, si vous voulez, j'ai repris le problème en partant notamment des platoniciens, des néo-platoniciens. Je pense à Plotin en particulier, que j'apprécie beaucoup. Origène, qui s'est inspiré beaucoup de Plotin également. J'ai repris un certain nombre d'études sur ces sujets.
jusqu'à Saint-Augustin à peu près. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les anciens, depuis fort longtemps, avaient le pressentiment de la présence, au fond de l'être humain, de quelque chose qui était d'un autre ordre, par rapport à ce que nous analysons, si vous voulez, comme ce que j'ai appelé tout à l'heure le vêtement astral, le corps astral, qui est le nôtre quand on arrive sur Terre, comme on a un corps physique. Les anciens parlaient de quelque chose, d'un principe central, au fond de chacun d'entre nous, qui Platon l'a évoqué d'une façon assez large en parlant du daimon, mais ça a été repris d'une façon beaucoup plus précise chez Plotin avec la notion d'hégémonikon, et ça a été repris par un certain nombre de pères de l'Église qui, eux, ont traduit ça en je avec un grand J, pas le petit je associé, comme je dis, je suis au sens banal et courant du terme. Alors, évidemment, ça pose une question historique, déjà philosophique, de se dire pourquoi cette dimension immatérielle et spirituelle a-t-elle été supprimée pratiquement ou évacuée tout au long de l'histoire des sciences et de la philosophie depuis. Ça, c'est un grand problème. Descartes a poussé le paradoxe jusqu'au bout. Maître Eckhart en a tiré aussi un certain nombre de conséquences, mais ce sont des êtres à part. Lacan, dans une sorte de trait de génie, a parlé de l'avènement du sujet avec un grand S, et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il voulait d'ailleurs dire. Probablement l'avènement d'un sujet irréductible à la connaissance d'autrui, c'est-à-dire d'un centre de la personnalité irréductible à la connaissance d'autrui, et d'un centre qui au fond ne passait pas par les théories psychanalytiques, c'est-à-dire la construction du sujet, du petit sujet habituel, du moi, ce qu'on appelle dans toutes les théories des psychologues du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire d'un moi qui est le reflet des influences de la culture, de la société, du discours, de la langue, de la société que nous utilisons, etc. Donc il faisait allusion à toute autre chose. Je ne sais pas jusqu'où il allait, évidemment, dans cette pensée assez révolutionnaire, mais en tout cas, ça fait partie, l'avènement du sujet, de cette perspective lacanienne. C'est en ce sens que j'ai fait des liens avec la philosophie et la psychanalyse dans cet aspect le plus pointu. Je pourrais parler de Jung et de son processus d'individuation vers le soi. Oui. On est dans un parallèle. Oui, voilà, j'ai parlé du soi. Oui. Voilà. On est tout à fait dans un parallèle. Là, ici, je me proposais, quand j'étais beaucoup plus jeune, de faire un travail de recherche sur les parallèles lacaniens, pour être un peu provoquant, sur cette question de l'avènement du sujet et l'individuation vers le soi de Jung. Ce qui est évidemment une provocation déjà à chaque fois que j'en parle dans les milieux psychiatriques ou psychanalytiques. Bon. Donc, c'est ma conviction, pour revenir à notre sujet, c'est que si on essaie d'avoir une approche anthropologique, en se disant de quoi est foutu l'être humain, comment il est constitué. C'est un corps physique, apparemment, il est animé comme l'animal, il a une âme, il a donc des pulsions, il a des désirs, il a des peurs, etc. Donc il a un psychisme, il a un corps astral. Les anciens l'avaient très bien lié, l'avaient très bien compris. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, c'est la question que je pose, mais vous doutez de ma conviction, bien évidemment, quand je pose cette question, est-ce qu'il n'y aurait pas un composant supérieur de l'entité humaine à l'œuvre qui, lui, serait en quelque sorte le chef d'orchestre dans l'invisible, qui serait l'hégémonikon dont nous parle Plotin, par exemple, là, le sujet dont nous parle Lacan, qui, lui, tout au cours d'une vie, par une sorte de métamorphose alchimique entre le petit moi égotique, avec ses erreurs, ses hallucinations, etc., va progressivement évoluer dans ce rapport avec ce principe profond qui est peut-être porteur d'une histoire passée. Peut-être qu'il... Et oui, on ne sort peut-être pas du néant pour retourner au néant. Ce sont souvent des aberrations d'une pensée, je trouve, étonnante. Voilà, arriver du néant pour repartir au néant, non? Je n'en suis pas certain. Vous êtes tenté par le karma? Ah, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Disons que mon approche philosophique et même psychanalytique, paradoxalement, m'amène à considérer l'existence de quelque chose. Est-ce que dans l'absolution, donner le choix de dire, voilà, vous avez été décrété, vous êtes né d'un Dieu, pour ceux qui croient dans les religions, dans les systèmes religieux, et vous allez à la fin retourner au paradis ou en enfer, et c'est normal, il y a les gens riches et en bonne santé d'un côté, et les pauvres qui, de l'autre côté, en prennent plein la figure. Est-ce que cette vision, à condition qu'on donne un quelconque crédit à ce genre de système, est juste, humainement parlant? Je ne le pense pas.
Moi, ce qui me semblerait juste personnellement, c'est que chacun dans sa conscience soit responsable de ses actes et que par la responsabilité dans sa propre conscience de ses actes, il y ait une évolution par rapport à ça. Il y a une évolution. Hein. Alors bon, là, on tomberait dans un débat qui est peut-être un autre débat, qui n'est peut-être pas celui d'aujourd'hui. Mais implicitement, quand je pose la singularité de l'individu au départ, qui va s'accoupler en quelque sorte au vêtement astral, au déterminisme astral, psychique, etc., tout l'inconscient du père, de la mère, de la grand-mère, etc., tout ce qu'il y a autour, qui va s'accoupler avec la mémoire génétique, également au sens biologique du terme, dont il est issu de la lignée, qui va en plus se confronter au déterminisme social et historique, bien sûr. Je me dis, au fond, là, il y a une question fondamentale. Est-ce qu'on est aristotélicien ou platonicien? Est-ce qu'on considère qu'il y a la préséance, en clair, du spirituel sur le matériel, ou est-ce que c'est le matériel qui a la préséance? Parce que quand j'entends beaucoup de personnes s'occupant des milieux ésotériques, et souvent même des astrologues de bonne foi, tenter d'imaginer ou de reprendre à leur compte l'idée qu'au fond, le psychisme naît du bios, de l'évolution de la vie, tout simplement. Là, je dis que c'est une vision marxiste. C'est une vision marxiste qu'on peut tout à fait respecter. Mais c'est un marxisme qui a contaminé jusque dans les fonds les plus inconscients toute la population, sans être philosophique et sans être vouloir faire des exégèses. L'astrologie, ce serait un antidote contre le marxisme. Comment? Un antidote, l'astrologie serait un antidote. Ah, peut-être. Je n'avais pas vu sous cet angle. Je trouve que la remarque est intéressante. Oui, enfin, moi, c'est une remarque un peu provocatrice, parce qu'en réalité, oui, je m'en doute. Je serais plutôt, sans être marxiste, je penserais que l'astrologie serait plutôt du côté, justement, une approche globale de la société, et ne serait-ce que dans son origine, d'ailleurs. Oui, oui, comment l'astrologie est apparue, moi, je vais voir un système de régulation sociale avant de s'occuper de l'individu. Oui, mais l'individu, il n'y en avait qu'un à l'époque, c'était le grand prêtre roi. Oui, mais là aussi, il y a une cyclicité, si vous voulez, monsieur Bontemps. Il y a des moments, ça me renvoie, il y a des moments où effectivement la société est centrée sur un certain personnage, il y a d'autres moments où effectivement elle se disperse. Oui, mais le problème, là, il y a beaucoup plus de personnalités qui se multiplient. Le problème de fond que vous évoquez, il est là. C'est que est-ce que c'est l'environnement extérieur ou les conditions matérielles de l'environnement qui génèrent ce que nous sommes, en gros, ou est-ce qu'il y a un principe immatériel au départ, des archétypes par exemple, des choses comme ça, qui vont être à l'origine de la création, de l'organisation du monde et de l'humanité? C'est un problème de fond, ça. Parce que là-dessus, si vous voulez, alors je fais une parenthèse encore là-dessus, on évacue un peu facilement la chose, même au niveau des philosophes contemporains. Quand j'entends parler un certain nombre de philosophes de ces questions, je dis, bah oui, voilà, on évacue d'emblée la possibilité, l'hypothèse spirituelle, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'hypothèse spirituelle. Vous avez des gens comme Claude Lévi-Strauss, dont on fait en ce moment des ententes remarquables, que j'admire, que j'aime beaucoup, et qui vous disent benoîtement à la radio, on sait que Dieu n'existe pas, la science l'a prouvé. Si la science pouvait prouver quoi que ce soit, que Dieu existe ou n'existe pas. Je suis atterré d'entendre des trucs comme ça de la part d'un monsieur comme Claude Lévi-Strauss. Alors, effectivement, on verra sur Claude Lévi-Strauss peut-être plus tard, parce que ça pose la question de l'intégrité du savoir astrologique aussi, c'est-à-dire de l'intégrité de la tradition. Quelles sont les méthodes pour restituer cette tradition à sa cohérence initiale, ce qui est un peu une problématique c'est une problématique, mais là, on y revient, on va y revenir toujours dans le même axe. Si on admet qu'il y a une origine ou un fond métaphysique ou spirituel qui est à l'origine de la manifestation et non l'inverse, c'est-à-dire qu'au fond, le spirituel a la préséance sur la manifestation. Si on admet cette hypothèse là dès le départ, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se résoudre. Par exemple, moi, j'étudie beaucoup les néoplatoniciens et en particulier tout ce qui touche au néoplatonisme du Moyen-Orient, de l'Iran en particulier. On s'aperçoit, je pense à Ibn Arabi, à Sohrawardi, qui vous explique quand même des choses absolument extraordinaires. On est à cet endroit-là
dans ce que j'appelle, certains philosophes, bon, parce que j'ai beaucoup apprécié Henri Corbin, vous le connaissez, le philosophe Henri Corbin, qui était un homme extraordinaire, à mon avis, et qui parlait de l'herméneutique permanente. C'est-à-dire quoi? La capacité ici et maintenant d'incarner, de revivre par les moyens de la méditation, une forme de méditation, je dirais, au-delà du savoir historique, transmis de cause à effet, etc., on le sait, un individu peut devenir d'un seul coup, comme il dit dans la Bible, le dépositaire à des siècles de distance, sans qu'il y ait des liens géographiques, historiques, d'une tradition. Alors, moi, je suis dans cette direction-là, vous voulez. Moi, je vous suis assez bien. Je crois qu'effectivement, nous sommes porteurs d'une tradition par nos gènes, en quelque sorte, voilà. Mais qui ne coïncide pas forcément à ce que disent les textes qui nous sont parvenus, ou à ce que disent même ceux qui sont supposés en parler de ce qui est en nous. Donc, moi j'appelle ça un décalage. C'est-à-dire qu'il y a un décalage au niveau astrologique, pour revenir à l'astrologie, entre ce que dit l'astrologie de ce que nous sommes, et de ce que nous sommes véritablement selon l'astrologie. C'est-à-dire, effectivement, parce que l'astrologie c'est à la fois un savoir, et aussi un phénomène. Voilà. Vous opposez les textes d'origine à l'évolution phénoménologique du système astrologique, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. Et je pense que les textes d'origine sont probablement plus proches de ce que nous sommes que les textes tels qu'ils sont devenus au niveau herméneutique, en intégrant toutes sortes d'informations ça c'est fort possible parce que nous sommes dans le règne de la division. C'est la question de la pureté. J'ai en parlé il y a quelques jours à Londres avec Patrick Terry. Il me disait vous cherchez la pureté. Oui, mais là je pense que sur ce point-là on se rejoint là, vous et moi, parce que je pense que seul le revécu le véritable authentique revécu de celui qui lit un texte d'origine peut éventuellement, si c'est sa quête, sa recherche, apporter des réponses. Voilà. Le mystère, il est là. Il faut se méfier des transmissions livresques. Et absolument. Et là, Corbin, que vous semblez connaître, l'apprécier, a été formel là-dessus. Bon, moi j'ai d'autres auteurs, j'appréciais beaucoup Goethe aussi sur ces questions-là, dans la partie, pas seulement, je dirais, poétique et littéraire de Goethe, mais dans sa partie scientifique, parce que Goethe est méconnu dans sa dimension scientifique aussi. Vous connaissez son petit passage sur l'astrologie. Oui. Et là, on comprendra, je pense, que tous ceux qui entendront cet enregistrement comprendront que je suis proche du côté de la phénoménologie. Je suis très branché sur la phénoménologie, c'est clair. Bon, mais justement, Goethe disait quoi? Il disait le phénomène, c'est la théorie. De la même manière que je lis un livre d'origine, à sa pureté, là, je peux, moi, dans un état, alors je dis souvent dans ces cas-là, j'ai beaucoup lu dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'études, je suis encore à 58 ans d'études. Mais je dis, je ne lis plus au sens intellectuel du terme, j'infuse et je médite. Pas la même chose. Et j'attends toujours, en général, puisque notre vie moderne ne permet pas souvent ces choses, je fais ce travail entre minuit et 2 h du matin très souvent. Bon. Donc là, calme absolu, tranquillité absolue. Et dans les textes, les beaux textes auxquels vous faites allusion, on peut, bon, je m'intéresse beaucoup en fait aux textes d'origine des religions, les 3 religions monothéistes en clair. Je m'intéresse beaucoup à ces textes fondateurs qui partent tous d'ailleurs de quelque chose d'extraordinaire qu'on a du mal à voir. Ce sont des grands mystiques qui ont fait des expériences personnelles, individuelles. Si vous regardez l'histoire de l'origine de la sécularisation des systèmes spirituels qui sont devenus donc des religions, ce qu'on appelle des religions, ça part toujours de quelques individus qui ont eu des extases, des visions, des choses comme ça. C'est un super, ce qui gêne souvent les tenants d'ailleurs des églises quand on explique ce genre de choses. C'est vrai. Oui, alors effectivement, il y a une subtilité que je voudrais quand même soumettre, c'est que la distinction entre l'astrologie en tant que descriptif et en tant que prescriptif. Oui, d'accord. C'est que l'astrologie pourrait nous fournir un certain ordre du monde, les structures d'un certain ordre du monde, sans pour autant que ça veuille dire immédiatement quelque chose au niveau de ce que chacun d'entre nous est. Oui. Parce que la question aussi, c'est de comment nous nous situons au sein du système que l'astrologie décrit. La tendance actuelle, c'est de dire, bon, voilà, vous nous parlez du signe, dites-moi quel est mon signe. Mais il faut déjà prendre connaissance de ce descriptif global et pourquoi pas ne pas chercher à soi-même à se situer par rapport à ce descriptif sans qu'on vous dise ce que vous êtes.
est-ce que ça n'est pas à nous de nous dire ce que nous sommes? Et donc quand vous rencontrez, donc on pourrait imaginer une consultation astrologique de ce type-là, où l'astrologue présenterait un peu l'ensemble du système et dirait, et vous, où est-ce que vous vous situez? Et en fin de compte, il attend qu'on dise, et quelqu'un va vraiment, mais c'est à vous de me le dire. Mais pourquoi est-ce que ce serait à l'astrologue de dire à la personne où elle se situe? Mais on revient à l'idée fondamentale, et là on touche à des questions de fond, hein, dans notre discussion, c'est que je dis, si l'astrologue, ici et maintenant, est dans l'herméneutique à cet instant permanente, il est dans une dimension qui n'est plus celle du livre, de la connaissance. Pour ce qui me concerne, je suis dans une empathie totale, avec la personne en face de moi, et il y a, d'une certaine manière, sans en perdre conscience, l'abolition du sujet et de l'objet, de ce genre d'état de conscience. Ce qui, en ce qui me concerne, m'a permis, assez souvent, d'accéder à des, ce que je dirais, dans le polymorphisme possible, par exemple, des signifiants et des éléments de la tradition astrologique. Parce qu'à l'arrière-plan, c'est cette question aussi que vous posez, dire pourquoi on va choisir plutôt un élément qu'un autre. Voilà. Il y a certainement quelque chose qui appartient en propre au sujet, qui lui est tout à fait singulier. Car votre grande question concernant l'univers et les consultants, c'est aussi, il faut comprendre que le concept d'évolution que j'évoquais tout à l'heure, il est fondamental. Nous évoluons et peut-être qu'au travers du système astrologique et de ses différentes variantes au cours du temps, et en définitive au travers des relations de la conscience de l'homme humaine, dans ses relations à l'univers, il y a une évolution. Les choses bougent sans arrêt, elles changent. Et donc, nous avons là, je pense, avec la matière astrologique, un élément d'évolution. Nous avons des matériaux extraordinaires, dont quelque chose de supérieur en nous s'empare, d'abord au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Oui, mais enfin, si vous voulez, bon, je ne sais pas, vous savez, on dit parfois qu'on peut faire le thème de n'importe quoi. Ouais. N'est-ce pas? On peut faire le thème d'un chien, d'une voiture, etc. En fin de compte, on peut faire le thème de... Il ne faut pas de répondre pour me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Oui, pour une voiture, on pourrait éventuellement voir ce qui arrive à une voiture. Oui. Bon. Mais, et puis même pour un chien, il y a aussi des choses qui leur arrivent. Oui, mais c'est vrai ce que vous dites, mais il n'y a pas de sujet. Voilà, mais ce qui me gêne, si vous voulez, Alain Bontemps, c'est que, au fond, pour étudier le thème astral, exige que l'on ait déterminé d'abord de quoi on parlait. De qui on parlait. Hein? Si j'étudie le thème d'une femme ou d'un homme, bon, si j'étudie, bon, donc si vous voulez, si j'étudie même à la limite, je vais prendre une formule qui me paraît pas absolument idéale par rapport à ce que je réfléchis, ce que je pense, mais qui, imaginons par exemple que quelqu'un soit du Bélier, savoir quel genre de Bélier il est, quel genre de Sagittaire il est. Et donc, si vous voulez, il faudrait déterminer d'abord à quel groupe appartient la personne pour ensuite l'individuer, si vous voulez. Il ne peut pas y avoir d'individuation si on ne sait pas où on part de l'extérieur. Moi, je ne pars pas du tout du même chose, puisque je vous dis, je suis dans une relation d'empathie totale à l'autre, et donc je touche à des éléments dans cette empathie totale qui n'apparaissent pas. Oui, okay. D'accord. Donc, j'ai une clé d'organisation de l'architecture générale qui me permet assez souvent de dire des choses que techniquement je n'aurais jamais pu dire. Ah d'accord. Bon, là effectivement, en effet... Je joue d'intermédiaire quelque part. Là, et je capte quelque chose. Et l'astrologie devient un support. C'est un peu paradoxal chez vous, parce qu'en fin de compte, à la fois vous êtes capable d'appréhender des conceptions théoriques ou philosophiques assez vastes, et en même temps, vous êtes directement en prise, en empathie avec l'individu. Oh, bah écoutez... Et c'est un peu le grand écart. J'applique la physique quantique, et là je vais vous dire quand même quelque chose qui me gêne beaucoup, puisque je suis spécialisé un peu aussi dans l'histoire des sciences, et je trouve que nos contemporains, je parle de la communauté même scientifique en général, des gens qui se disent rationnels, qui se disent scientifiques, n'ont pas intégré les acquis de la physique quantique. Encore aujourd'hui, il faut quand même rappeler que l'aspect théorique entre les années 1920 et 1940, c'était bouclé, que l'aspect pratique, à savoir est-ce que par exemple le concept de non-séparabilité, beaucoup c'était un ovni pour beaucoup de physiciens, cet aspect-là a été prouvé dans les années 80, et que on sait aujourd'hui
que les nouveaux critères de la théorie de la connaissance ne peuvent en aucun cas se passer maintenant de cette vision quantique. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que moi je pose l'idée, puisque je le vis moi-même, c'est pas une théorie, je pose l'idée qu'un sujet individué, car l'élément de conscience est quelque chose de très important en quantique. Évidemment, on pense même que c'est le troisième terme. Vous avez dû connaître certainement Nicolas, comment il s'appelle, Bazara Nicolescu, qui a créé cet institut transdisciplinaire, etc. Bon, il en parle souvent et il cherche ce troisième terme en disant si A peut être à la fois A et B en même temps, c'est qu'il y a quelque chose de médian entre les deux. Enfin bref, et il explique, il cherche ce fameux ternaire et beaucoup de physiciens disent aujourd'hui c'est au niveau de la conscience. Bon. Il est évident que lorsque je reprends l'histoire des mystiques, quand un mystique est capable, dans son extase, d'avoir une herméneutique d'un texte d'origine, une religion, quelle que soit, l'une des trois religions, par exemple monothéiste, et qui peut nous en donner une interprétation ou une lecture divergente par rapport à ce que l'histoire, après en termes de phénomène, en a fait. C'est vrai pour l'astrologie, hein, ce que je dis. Quelqu'un pourrait très bien être en mesure, c'est pas mon cas, parce que je ne me suis peut-être pas suffisamment intéressé à l'ensemble des aspects historiques de l'évolution de l'astrologie, hein, mais n'empêche que cette situation-là peut permettre à la fois de concilier une capacité d'empathie à l'autre, sans pour autant que je me noie en termes, personnellement en termes de sujet dans l'objet, tout en étant parfaitement conscient et individué, tout en ayant la capacité à capter dans cette identification à l'autre quelque chose qui n'apparaît pas dans la carte au départ, qui est ce que j'appelle les éléments du grand architecte ou du pilote, qui est là, qui est au-dessus, qui lui va arbitrer au niveau des matériaux astro, qui va faire des choix. Ce ne sont que des matériaux à notre disposition. Oui. Ça, c'est ma conviction. Mais est-ce que vous pensez que l'astrologie est capable de nous décrire un certain ordre du monde a priori, si vous voulez? C'est-à-dire de dire comment, de fournir une sorte de fresque générale de la hiérarchie du monde, de l'organisation du monde, dans lequel, effectivement, l'individu va devoir s'inscrire et éventuellement se démarquer, mais enfin, malgré tout, toujours par rapport à quelque chose dont il va s'éloigner. Ça pose d'ailleurs le problème de je crois que vous avez des difficultés à combiner thérapie et philosophie. Parce que le malade, enfin, pour reprendre cette expression, le malade, celui qui a mal, et c'est quelqu'un qui... l'autre jour, je discutais avec une dermatologue, il y a des maladies chroniques, mais il y a aussi des maladies dont on aimerait bien sortir et dont on aimerait bien se débarrasser, se libérer. Du point de liberté, il y a aussi des particularités dont on aimerait bien se libérer. On n'est pas toujours ravi de nos particularités, monsieur Bontemps. Par contre, parfois la liberté consiste justement à retrouver une sorte de normalité, de normes, bizarrement, paradoxalement. Ce qui est peut-être à ce niveau-là une pseudo-liberté. Là, on s'entend peut-être plus sur le terme liberté. C'est vrai que la liberté, ça n'est pour quelqu'un qui souffrirait de ne pas pouvoir, par exemple, je vais prendre un exemple un peu basique, de ne pas pouvoir consommer autant de téléviseurs ou de voitures que la société leur est formatée, ce qui est souvent le cas d'ailleurs aujourd'hui, à consommer. Oui. Je ne pense pas que ça soit une liberté, c'est une pseudo-liberté. Bien sûr. La liberté suppose une individuation du sujet, totale. Est-ce que ça justifie la marginalisation? Est-ce que ça justifie l'idiosyncrasie, les perversions? On a l'impression que l'astrologie est capable de justifier tout processus qui pourrait amener à véritablement des comportements, disons, sinon sociopathiques, du moins tout à fait vous faites bizarres. allusion à quoi quand vous dites ça? Parce que le thème astral me paraît être l'alibi, les meilleurs alibis pour justifier à peu près toute dérive, toute perversion. Oui, mais là, ça encore une fois, tout dépend évidemment du praticien, de l'astrologue en question. Mais encore une fois, il y a tout le problème est de savoir si on a une vision statique des choses. Ce que je reproche souvent d'ailleurs
milieu astrologique, c'est ce concept d'évolution, sur lequel je reviens sans arrêt. Si on a un concept d'évolution qui est bien posé, bien présent en soi, on se rend bien compte que la statique, elle est aussi susceptible d'évoluer. Alors vous allez me dire, si on est en face d'une maladie chronique terrible qui fait que, etc. Bon, il y a des défis physiques, bien sûr. Vous caricaturez un petit peu, parce que par exemple, vous parlez de statique, pardon, le fait de dormir, le fait dans la journée, même la norme la plus rigide n'est pas statique. Il y a des cycles. Donc de toute façon, précisément, d'ailleurs souvent, le problème c'est que des gens qui n'arrivent pas à dormir ou qui n'arrivent pas à manger, donc qui n'arrivent pas à gérer certains stades, une statique que vous appelez. La statique n'est pas rigide, elle est rigide d'une certaine manière, mais elle n'est pas antagoniste à l'idée de cyclicité. De toute façon, c'est ce que je voulais dire quand je disais, il faut avoir le concept d'évolution présent en soi et se rendre compte que rien n'est totalement statique en réalité. Oui, mais parfois c'est récurrent. Oui, mais dans le discours, par contre, je préférais formuler les choses comme ça en disant, dans le discours d'un certain nombre d'astrologues, il est possible que transparaisse cette idée de déterminisme, de normes, de statique fondamentale, et que selon la façon dont on va parler de ces choses, on va peut-être introduire ce que vous dites. Mais justement, le paradoxe, c'est qu'à force de vouloir marquer le trait de l'individualité, on finit par oublier que notre norme, justement, implique de la cyclicité, implique des transformations, mais des transformations qui ne sont pas erratiques, qui ne sont pas nécessairement totalement contingentes, qui obéissent également à des lois, dont l'astrologie d'ailleurs aurait vocation à traiter. Parce que la question est de savoir ce qu'est virtuellement le champ de l'astrologie. Malheureusement, là on va dire je pense que vous allez certainement le déplorer avec moi, il n'y a pas eu de grands chercheurs suffisamment grands à la dimension de Jung, par exemple, pour pouvoir faire ce travail-là au niveau astrologique. Ah, d'accord. Je pense qu'il y a certainement un certain nombre de choses et de travaux qui n'ont pas été faits. Parce qu'on se fixe sur l'extérieur, on se fixe sur une vision analytique des choses, on se fixe sur des ouvrages plus ou moins, qui ont déformé plus ou moins les choses, là nous sommes tout à fait d'accord, ici, et qu'il aurait fallu certainement faire un travail de fond pour tenter de comprendre le mystère, parce que là il y a vraiment un mystère, de ces symboles en nous dont nous sommes porteurs, qui d'une façon sélective semblent effectivement nous orienter plutôt vers certaines choses que d'autres, et là évidemment introduire, mais le grand mal vient de là, c'est que le principe de liberté qui est en nous, qui est pour moi représenté par cette idée du grand architecte qui sommeille au fond de chacun d'entre nous, l'hégémonicon, le daimon, le jeu avec un grand J, etc., est évacué. Il est évacué tout simplement de notre conscience occidentale, en philosophie, en sciences, etc. Donc dans le milieu astrologique, c'est pareil, il est évacué ce truc-là. Bon, alors on peut parler du soi, par exemple, au sens oriental du terme, mais malheureusement, parler du soi au sens oriental du terme, c'est souvent retirer une portion de l'histoire de l'humanité, des néoplatoniciens en particulier, qui expliquent que le soi c'est une chose, mais que l'être humain est capable de transformer le soi pour avoir en quelque sorte un soi individualisé. Bon, alors Jung en parle de ça d'ailleurs, hein. Bon, mais bon. Donc c'est dommage que dans notre tradition, il n'y a rien à cet endroit-là. Enfin rien, si ce n'est les écrits auxquels je faisais allusion tout à l'heure, de l'Antiquité, quasiment, parce que c'est jusqu'au 2e ou 3e siècle de notre ère. Après, c'est fini. Non, parce qu'il y a quand même deux concepts qui sont, semble-t-il, attachables à l'astrologie. C'est d'une part qu'elle est porteuse et même garante peut-être d'un ordre social, et de l'autre que cet ordre social est cyclique. Donc l'ordre n'est pas... Il n'y a pas de contradiction entre ordre et cyclicité. Ce sont deux notions qui en astrologie sont totalement compatibles. Je dirais même qu'il est dans l'ordre des choses que les choses tournent, que les choses évoluent. Mais elles évoluent un petit peu en rond, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elles n'évoluent pas de façon linéaire. On dit que la question de savoir si l'astrologie rend compte de la linéarité ou pas. Parce qu'il y a une thérapie... C'est vrai que quelque part, les choses ne sont jamais identiques et que les choses ne reviennent jamais et que les gens ne sont jamais identiques, mais en profondeur, au niveau des structures,
il y a quand même des choses qui sont très récurrentes. On pourrait faire l'hypothèse d'un raisonnement d'une évolution en spirale. C'est-à-dire au lieu de fonctionner sur un cercle ourobourique, comme on dit, fermé, hein, le serpent qui se mord la queue, on peut peut-être bien quand même imaginer aussi une évolution en forme de spirale. C'est-à-dire on repasse sur les mêmes choses, on réutilise les mêmes structures, mais on utilise un axe de verticalité qui, à ce moment-là, qui est représenté par la conscience, le troisième terme des physiciens, justement, qui nous dit, au fond, on réutilise les mêmes bases de départ, mais à un niveau supérieur de conscience. Oui, mais la question, c'est de savoir si l'astrologie est garante de ce qui est constant en l'homme, constant aussi bien rythmiquement parlant, que de ce qui, justement, fait qu'il y a une sorte de dispersion, comment dire, d'entropie, je sais pas, de centrifugie, qui fait que on a l'impression quelque part que vous êtes quand même assez attiré par tout ce qui est de l'ordre du centrifuge, aussi bien dans le temps que dans l'espace. C'est-à-dire que il y a une fuite en avant, ou en tout cas une fuite au sens où on pourrait parler au niveau artistique. Vous êtes attiré par la notion de fuite plutôt que par la notion de centripétie, si vous voulez. Écoutez, je pense que tout ce que je viens de dire est en opposition avec cette remarque, puisque je ne parle que du sujet et de l'individu, qui pour moi est la clé fondamentale. Et l'individu, est-ce que ce n'est pas, justement, l'individu, est-ce que ce n'est pas une forme de fuite? Je ne dis pas que l'individu fuit, mais quelque part, moi, il fuit dans une espèce de... C'est notre société qui fuit devant la problématique de l'individu. Je disais tout à l'heure, cette vision marxiste qui consiste à penser, par exemple, j'évoquais les enfants quand on disait oui, les bébés n'ont pas de personnalité, on a pensé ça dans les années 30, 40, 50, les années 70, on pensait que le cerveau était une pâte, une cire vierge sur laquelle toutes les influences sociales, etc. allaient s'imprimer, et aujourd'hui on sait très bien que c'est pas vrai. Non mais tout à l'heure, monsieur Bontemps, vous nous disiez, il y a un décalage éventuellement entre les structures sociales, les textes qui sous-tendent ces ça, sociales autre chose, et ce que nous sommes véritablement. Donc là-dessus, je suis d'accord. Mais le fait que nous ne sommes pas là pour faire la phénoménologie de la société actuelle, et nous ne sommes pas là, et l'astrologie n'est pas là non plus, justement pour en rendre compte ou pour la légitimer. La fuite devant la notion d'individualité est typique de ce phénomène. Alors, ce que je veux dire, c'est une strate culturelle qui fait que quand on a du mal à penser le problème de l'individualité, c'est qu'on est empoisonné par le problème du collectif. Alors, mais oui, c'est ça. Alors, il y a la fuite. C'est vrai qu'on a un débat qui est assez c'est un débat de fond. On a dégagé, c'est parce que vous parlez de la fuite devant l'individualité, et moi je dis que l'individualité est une fuite. Voilà. Alors donc ce que je ne peux pas accepter, ni d'un point de vue psychanalytique, ni d'un point de vue philosophique, ni d'un point de vue métaphysique. Donc, mais c'est ma position, bien évidemment. Cela dit, la cyclicité, si on doit lui donner du sens, fait qu'il y a un va-et-vient. Il y a un va-et-vient qui nous rapproche tantôt de la norme sociale, et qui nous implique dans le social, et tantôt qui nous permet de nous en démarquer. Je dirais donc on peut intégrer cette dualité de toute façon. Je dirais avec humour, c'est le fameux Forte et le fameux Dade de Freud, avec l'éloignement de la balle. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas? Donc, mais ce sont les matériaux. Pour moi, ce sont les matériaux dont nous avons besoin dans un monde fait de dualité de temps et d'espace. Qui dit dualité, justement, dit cette espèce de va-et-vient. C'est ça. Nous en avons besoin. Mais moi, je pose comme principe premier qu'il y a derrière un utilisateur, en gros, de ces va-et-vient, et nous sommes des milliards à avoir cette possibilité. Et alors, je vais quand même ajouter quelque chose, parce que c'est pas encore venu dans notre conversation, et qui pour vous a certainement une importance. Je vais vous dire là, à ce propos. Je pense que, si vous voulez, d'abord, une société, elle est faite d'individus. Pour commencer, elle est faite d'individus, ça c'est clair. Michel Cazenave, à France Culture, l'avait souvent évoqué, une société, elle est faite d'individus, ça c'est sûr. Mais il y a un autre aspect. Je crois que lorsque l'être humain est dans un accomplissement complet de sa personne, il est en mesure, ayant fait ce chemin d'accomplissement, de rencontrer ce qu'il y a de plus collectif et de plus universel. Je vous en parle parce que je sais que ça va vous concerner, ça va vous toucher. Et Steiner, qui était un philosophe et un
penseur, un voyant aussi, mais qui était un philosophe, disait toujours, quand j'arrive au centre de moi-même, au fond de moi-même, j'ai l'expérience merveilleuse de rencontrer ce qu'il y a de plus universel en moi. Oui. Enfin, oui, effectivement. Alors là, c'est important parce qu'il y a toujours une sorte de dualité, je trouve stérile, entre ceux qui pensent d'une certaine manière que tout vient du collectif, hein, je caricature un peu là ici, et puis les autres qui seraient des irréductibles pour dire tout vient de l'individu. En fait, quand on présente ce tableau, on est dans une vision schizophrène, hein, totalement, hein, de la société, et on s'aperçoit au travers des expériences justement des mystiques, c'est qu'il y a une liaison entre les deux. Il y a un chemin d'évolution et d'accomplissement intérieur qui nous fait passer de ce qu'il y a de plus individuel vers ce qu'il y a de plus universel et de plus collectif. Certainement. Moi, je trouve ça extraordinaire, personnellement. Mais j'ai souvent dit, comment peut-on passer à l'étage supérieur sans emprunter l'escalier? Donc, je veux dire par là qu'il y a un processus pour accéder à ça. On va changer de...